Bien le bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va faire une analyse de série et pas n'importe laquelle, on va analyser la série You. C'est vous qui me l'avez proposé sur Instagram. Vous étiez apparemment très chaud pour que j'analyse cette série. Donc c'est parti, on va aujourd'hui analyser la série Netflix You. En fait, c'est pas vraiment une série Netflix parce qu'à la base, la saison 1 était présentée sur Lifetime, mais bref, on va dire que c'est une série Netflix, c'est plus rapide. Et bien évidemment, pour commencer normalement une analyse, c'est d'ailleurs la première analyse de l'année 2021, donc c'est très cool, voilà. Mais pour commencer une bonne analyse, il faut commencer par le côté historique, le côté réalisation, etc. Et on va commencer par ça tout de suite. Donc You est une série américaine adaptée des romans de Caroline Kepnes. Elle a donc été créée par Greg Berlanti et Sarah Gamble pour l'écriture. Le genre de cette série est assez particulier parce qu'on peut retrouver sur plein de sites officiels plein de genres différents. C'est-à-dire que sur plein de sites, on va voir que c'est un thriller psychologique, d'autres un thriller horrifique, d'autres un drame, d'autres une romance. C'est très compliqué et on va revenir sur ce point plus tard dans l'analyse. Cette série est donc composée de 2 saisons maintenant avec 20 épisodes qui durent entre 45 et 50 minutes, donc ça se regarde assez rapidement. Et la saison 3, qui elle aussi est composée de 10 épisodes, sortira très bientôt sur Netflix. L'acteur principal de cette série qui joue Joe Goldberg dans la série est l'acteur Penn Badgley. J'espère que je le dis bien, c'est dur à dire, putain, Badgley. Cette série a été nommée dans plusieurs domaines pendant le Saturn Awards de 2019, notamment pour la meilleure série horreur et thriller en streaming. Mais cette série a été nominée aussi pour 2 autres Saturn Awards, meilleur acteur d'un programme de streaming donc pour Ben Bradley qui joue Joe, Penn Badgley. Il faut que je le retienne parce que je vais le dire pas mal de fois dans cette vidéo, Penn Badgley. Et aussi meilleure actrice d'un programme de streaming pour Elizabeth Lail qui elle interprète Beck dans la saison 1 et un petit peu dans la saison 2. Voilà. C'est une série qui a énormément plu, on peut voir sur Rotten Tomatoes qui est le site sur lequel je me base pour toutes mes analyses de séries ou de films. Pour la première saison elle a reçu une note de 93% et pour la deuxième une note de 88%, ce qui est quand même très honorable pour Rotten Tomatoes. Et là je vous parle de la note du site et pas de la note des spectateurs. Mais en général les critiques et les personnes ayant vu cette série donnent une note entre 4 et 5 sur 5, forcément. Et depuis tout à l'heure, je vous parle du côté historique, mais je ne vous ai pas encore parlé du côté synopsis. Ça se trouve, vous n'avez jamais vu la série et ça peut vous donner envie de la regarder. Mais avant le petit synopsis, forcément, il faut que je fasse le gros disclaimer de la vidéo, l'alerte spoiler, parce que oui, si vous n'avez pas vu la série You, je vais la spoiler en long, en large et en travers. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu la série. Elle est rapide à regarder, elle est plus ou moins bonne, ça on en reparlera forcément après, hein, c'est le but de cette vidéo. Elle est sur Netflix, tout le monde a Netflix presque. Donc voilà, allez voir la série You sur Netflix si vous n'avez pas vu. Non, allez, regardez ma vidéo si vous n'avez pas vu. Enfin non, vous avez capté, il faut regarder You avant de regarder ma vidéo quoi, voilà. Donc la série You parle de Joe Goldberg, un petit libraire new-yorkais qui vit une vie totalement classique, c'est un homme complètement banal au premier abord, et qui un jour, lorsqu'une femme va rentrer dans sa librairie, il va complètement tomber amoureux, il va avoir un coup de foudre pour cette femme, qui sera Beck un peu plus tard, et à partir de là, sa vie va un petit peu changer, même complètement changer, mais ça c'est pas forcément vrai, on y reviendra plus tard forcément. Donc je disais, sa vie va changer, parce qu'il va tellement tomber amoureux de cette femme-là, qu'il va se dire que rien ne pourra s'interposer entre son amour pour elle et elle, justement. Voilà. J'espère que j'ai bien raconté, j'ai pas voulu prendre un synopsis claqué qu'il y a sur Wikipédia ou des trucs comme ça, j'ai voulu le faire à ma sauce, j'espère que j'ai bien expliqué. En tout cas, retenez que c'est un mec qui tombe fou amoureux d'une femme et que rien ne pourra l'en empêcher de l'aimer. Voilà, je pense que c'est le meilleur résumé que je puisse faire. Bon, avant de passer à l'analyse, il faut que je vous parle de quelque chose. Cette série pour moi était complètement particulière, j'ai dû la regarder de A à Z parce que je la connaissais pas, et j'ai décidé de faire une autre méthode d'analyse et de rédaction, surtout d'analyse, parce que vous savez maintenant pour toutes mes analyses et pour quasi toutes mes vidéos, j'écris mes textes. Pour celle-là, je me suis dit, bah tiens, je vais noter tous les points positifs et tous les points négatifs par épisode. Comme ça, pour la fin, ça sera plus simple de me répertorier, quoi. Sachant qu'il y a 20 épisodes, il y a donc, je vous laisse compter pendant que je cherche mes notes, voilà. Il y a donc 20 feuilles, comme ça, où je dis les points positifs, les points négatifs et des petits commentaires. Et donc, du coup, j'ai tout écrit par épisode, points négatifs et points positifs. Et j'ai vraiment bien fait. Je sais pas, j'ai dû sentir le truc, mais j'ai vraiment trop bien fait parce que vraiment, l'analyse de cette série m'a donné vraiment beaucoup de fil à retordre, pardon. Mais vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à donner un avis objectif, sans oublier le côté subjectif, etc. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mais c'était pour vous dire que du coup, j'ai un petit peu changé ma façon d'analyser, et j'ai bien fait du coup, mais ça va être un petit peu différent du coup, la forme, etc. Bon, eh bien, on va commencer par la première partie de cette analyse. You, une série qui a une bonne forme.
Donc je me permets de couper cette vidéo parce que je me suis un petit peu trompé dans ce que j'ai dit. Joe n'est pas un psychopathe comme je le dis tout le long de la vidéo, c'est pour ça que je me corrige maintenant, mais Joe est un sociopathe. Pourquoi? Parce qu'un psychopathe ne va pas ressentir aucune forme d'empathie après avoir commis un acte. Alors qu'un sociopathe, lui, va ressentir de l'empathie, du regret, après avoir commis son acte par rapport au caractère social qu'il engage. Et on le voit bien dans toute la série, Joe regrette ses actes, même à chaque fois que ses actes étaient prémédités, on va dire. Donc à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il le regrette instantanément. Donc c'est un sociopathe et non pas un psychopathe. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Yu a une bonne forme. C'est vraiment ça qui m'a marqué le plus au début. C'est pour ça que je vous disais dans mes notes qu'au début il y avait beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Parce qu'à la base, oui, Yu a une très bonne forme. On part sur des acteurs qui jouent vraiment très bien. Un acteur principal avec une voix off qui match très bien parce que, bon, au fur et à mesure de la série, ça va un petit peu changer, mais sa voix off nous aide à le cibler au début parce qu'on connaît pas du tout ce personnage et pour nous, c'est juste un libraire normal quoi. Mais sa voix off nous aide vraiment beaucoup, elle est vraiment très utile. C'est une série qui est assez dynamique quand même parce que c'est un thriller et heureusement que c'est dynamique, sinon ça serait encore chiant à mourir. C'est un thriller donc forcément faut que ça soit haletant, faut que ça nous donne envie de regarder la suite et ça dès le premier épisode on l'a très bien compris avec ces cliffhangers de fin d'épisode. Si vous savez pas ce que c'est un cliffhanger, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est une fin qui donne envie de regarder la suite, enfin c'est très grossier mais c'est ça. C'est des cliffhangers qui sont bien gérés quand même, ça nous donne vraiment envie de voir ça. Globalement l'image de la série est bonne, quand je parle d'image c'est la photographie, les plans sont beaux. À côté de ça on a une série aussi avec beaucoup de personnages, enfin pas tant que ça mais quand même pas mal, avec un groupe de principaux qui sont composés principalement de Joe, de sa copine, que ce soit pour la saison 1 ou la saison 2, sa copine par intermittence, et dans la saison 1 c'est Karen et dans la saison 2 c'est Delilah. C'est vraiment ça, pilier des acteurs principaux. Et je trouve que ces personnages principaux, pardon, sont très bien construits. Mais attention, ils sont bien construits dans leur histoire. Ils ont tous des histoires assez approfondies, ils ont tous du background, comme on pourrait dire, comme dirait DJ Snake. J'ai un background. Mais ils ont tous vraiment une histoire assez cool qui fait qu'on s'attache très rapidement à Joe, à Beck, à Karen, à tout ça. Enfin, tous ces personnages-là, on s'attache très rapidement. J'y reviendrai plus tard dans la partie 2. Je trouve qu'ils sont limite mieux développés par leur histoire, par leur passé, que développés dans leur futur. J'en reparlerai bien sûr juste après dans les points négatifs. À côté de ça, pour revenir aux personnages, on a aussi, et là c'est un gros point fort de cette série, c'est ce qui m'a, on va dire ça, c'est ce qui m'a plu le plus dans cette série, les personnages secondaires et le développement de ces personnages secondaires. C'est incroyable à quel point ils ont réussi à faire des personnages secondaires qui sont attachants. Limite, on a plus envie de savoir le dénouement de l'histoire des personnages secondaires que le dénouement des personnages principaux, quoi. C'est vraiment incroyable la façon dont ils ont travaillé l'histoire, travailler le comportement et même les mini-enquêtes qu'on peut avoir sur ces personnages-là. Je trouve que tous les personnages qu'on voit dans cette série ont une histoire et ont de l'intérêt pour la série. C'est vrai que les personnages secondaires sont hyper bien faits, limite mieux construits des fois que les personnages principaux. J'écarte Joe quand même parce que Joe c'est l'acteur principal, donc heureusement qu'il est bien développé. Mais les personnages principaux sont vraiment très bien faits. Ils sont tellement bien faits que c'est d'ailleurs principalement grâce à Paco et Ellie, mes deux personnages préférés presque de la série. C'est grâce à ces deux personnages-là qu'on va réussir à comprendre le contraste du personnage de Joe qui vogue entre psychopathe et mec hyper touchant et envers qui on a quand même quelques sentiments assez agréables parce que c'est un mec qui dans un même épisode peut tuer deux personnes et puis juste après aider Paco dans sa vie de merde à cause de ses parents, quoi. C'est vraiment incroyable et c'est grâce au personnage principal. Enfin, non. Justement, c'est grâce aux personnages secondaires et pas du tout aux personnages principaux, quoi. Et d'ailleurs justement au contraire, c'est les personnages principaux comme Beck et comme Love qui le font pencher du mauvais côté de la balance. Donc voilà, on va parler du côté thriller qui m'a quand même agréablement surpris dans cette série-là, pas tout le temps, mais à certains moments quand même, dont d'ailleurs l'avant-dernier épisode, je crois, de la saison 2, où il y a un timer qui se met, et un timer de 16 heures, et au bout de ces 16 heures-là, Delilah sera délivrée de ses menottes et pourra s'échapper. C'est vraiment un mix de tout, parce qu'il y a le timer, plus le fait qu'il soit obligé d'aller prendre son avion le matin, plus le fait qu'il soit bloqué dans une chambre d'hôtel avec Forty pour écrire, et aussi avec Ellie, le fait qu'après ils prennent de la drogue, et donc du coup il y a un autre timer qui s'ajoute, parce qu'il faut savoir combien de temps il va mettre pour décuver du LSD que Forty a mis dans son verre, plus à la fin de l'épisode Delilah qui est morte et donc du coup une enquête qui commence pour savoir qui l'a tué, etc. Enfin c'est vraiment très bien fait, je trouve. Il y a plein d'autres moments mais c'est ça qui m'a le plus marqué en tout cas et c'est ça qui m'a le plus agréablement surpris, mais vraiment le côté thriller est très bon. À côté de ça il y a un point qui à la base j'aurais jamais cru parler de ça dans cette analyse, mais l'humour dans cette série, j'ai
trop kiffé cette partie-là. Même si ça fait un genre de plus à rajouter dans la longue liste des genres auxquels appartient You, mais vraiment c'est une série qui est comique, vraiment, genre j'ai ri à beaucoup de moments, et en plus c'est bien fait parce que c'est soit des moments, c'est du rire un peu de maladresse dans des moments où les personnages sont maladroits, c'est de l'humour un peu grossi, un peu fat, mais qui passe quand même très très bien. Je trouve à beaucoup de moments j'ai ri de bon cœur, parce que vraiment c'était drôle, alors qu'à la base c'est quand même une série, c'est un thriller psychologique quoi. Donc j'aime bien ce contraste quand même si ça peut déranger certaines personnes et je le comprends. Moi ça m'a beaucoup plu, voilà. Donc dans la suite des points positifs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le fait que même si c'est trop peu présent, il parle quand même des problèmes et de la dangerosité des réseaux sociaux qu'on a maintenant. C'est-à-dire que dans la première saison, on parle du fait que tout le monde soit sur les réseaux sociaux et qu'en plus de ça, enfin on connaît toute la vie de n'importe quelle personne qui est sur les réseaux sociaux. On le comprend bien parce que grâce à ça, il arrive à stalker et à être très très cringe. Et en plus de ça, un truc que j'aime bien, c'est qu'il mêle le stalking au mentalisme, parce qu'il fait beaucoup de cold reading. Donc le cold reading, c'est lire les expressions des personnes et en déduire quelque chose. C'est vraiment trop cool, ce mix des deux mondes là. Et même si dans la saison 2, ils appuient trop sur ça en mode il va à LA, c'est la ville des réseaux sociaux, de la mode et de tout ça. Même si c'est très gros, je trouve que c'est quand même important, parce que c'est un peu la base, on va dire, de la nature de Joe. C'est-à-dire que c'est à cause des réseaux sociaux et grâce aussi aux réseaux sociaux qu'il arrive à mener à bien ses missions et ses petites enquêtes. Donc du coup c'est important, et en plus de ça ils font pas, ils sont moralisateurs mais sans trop faire en mode oui les réseaux sociaux c'est pas bien pour le 21e siècle et tout, enfin voilà. Ça montre beaucoup de choses, et par exemple dans la saison 2, Ellie qui apprend beaucoup de choses à Joe sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc. Je trouve ça très très drôle, genre c'est vraiment bien tourné, c'est de la moralisation sans trop être cucu, donc je trouve que c'est bien fait. Bon, je suis en train de prendre ma liste, mais normalement j'ai rien oublié. Donc, on a fini cette première partie. Donc là, on a parlé de la bonne forme de la série You, mais malheureusement, cette bonne forme est sur un très mauvais fond. Et ça, on va en parler tout de suite. Donc, commençons cette deuxième partie par les points négatifs du coup. Les mystères dont je parlais juste avant dans les points positifs, oui ils sont présents, c'est bien, c'est heureusement parce que c'est un thriller, donc heureusement qu'il y a des mystères, heureusement que c'est haletant, etc. Mais ils se résolvent beaucoup trop vite. Les mystères qui sont présents sont mystérieux pendant un épisode. Soit c'est très rapide, soit ça traîne sur plein d'épisodes et à la fin... comme par exemple le bocal d'urine qu'il laisse chez Peach avant de la tuer. Ils en parlent dans la saison 2, on le voit dans la saison 1, on sait que c'est peut-être à cause de ça qu'il va finir en prison parce qu'il y a son ADN dedans, etc. Et pourtant, ça ne fait rien. Ça ne change rien à sa vie. Il n'est pas en prison. Et honnêtement, qu'on soit honnête, je vais en parler juste après, mais Joe aurait dû aller en prison à peu près 12 fois dans cette série, c'est incroyable. Et il n'est jamais touché par ça. Et pourtant, c'est pas normal, il y a vraiment des problèmes. Et d'ailleurs, pour faire jonction entre les mystères et le deuxième point négatif, je pense que toute l'équipe du film se sont dit cette phrase-là, plus c'est gros, plus ça passe. C'est sûr et certain, il y a des choses comme le bocal d'urine, ça devrait pas passer. Tous les meurtres qu'il fait, il n'est toujours pas en prison, il n'est toujours pas soupçonné. Et on sait pas pourquoi d'ailleurs. Il y a vraiment trop de choses qui ne sont pas logiques, mais qui pourtant font que ça passe. Et puis voilà, c'est pour moi un gros point négatif parce que c'est pas normal. Le moment où il se fait suivre par des flics ça ne mène à rien, alors que dans la saison 1, je pense que le flic il aurait continué à creuser, il aurait largement trouvé que c'était pas Dr. Nicky le coupable, mais c'était Joe. Pareil dans la saison 2, enfin vraiment le flic aurait pu chercher beaucoup plus loin et voilà. Mais trop de trucs qui font que c'est trop gros et ça passe trop bien pour ce que c'est pas normal. Passons à un autre point négatif, cette série, comme je l'ai dit au tout début en parlant de mes notes, c'est un vrai ascenseur émotionnel, mais dans le mauvais côté. Vraiment dans un mauvais côté, parce que dans beaucoup de moments on se dit « Oh cool, du renouveau, etc. » Et après ça redescend à toujours de la même chose. Après ça remonte parce qu'il y a des nouveaux mystères, et en fait c'est des mystères qui soit sont résolus trop vite, soit comme je l'ai dit avant, courent trop longtemps pour rien, donc c'est nul. Et ça fait comme ça tout le temps dans la série, c'est vraiment ennuyant. Et en plus ça vient avec le plus gros point négatif, mais ça je vais le garder pour la fin parce que c'est trop gros. Il y a vraiment trop d'erreurs qui font qu'on est intéressé puis désintéressé à la seconde d'après, quoi. Genre c'est trop dommage. Même s'ils arrivent à nous tenir grâce aux histoires importantes, grâce aux personnages secondaires qui sont trop bien, ils peuvent nous perdre à tout moment à cause de ce qu'ils font. Et c'est dommage. Donc du coup, je vous l'ai dit, dans les points positifs, j'ai parlé des personnages secondaires qui étaient très bien
écrit, très très bien développé. Dans une série en général, dans toutes les séries d'ailleurs, on a un fil rouge, un fil conducteur qui fait que ça crée de la cohérence parce que tout se construit autour de ce fil rouge. Et autour de cette histoire principale, autour de ce fil rouge, il y a des histoires annexes qui font comme ça, qui font la vague. J'ai fait la vague avec ma main, mais qui font, voilà, qui contournent cette histoire principale, ce fil rouge, pour justement animer un petit peu, que ce soit pas juste lassant et juste plat, quoi. Comme je l'ai dit par rapport aux personnages secondaires, les histoires annexes et les enquêtes annexes aussi sont très bien faites, sont très importantes et très bien faites, comme par exemple les enquêtes avec Paco, enfin pas les enquêtes mais les mystères qu'on a autour de Paco par rapport à sa famille, les mystères qu'on a par rapport à Ellie et Delilah dans la saison 2, les mystères par rapport à Candace qui est d'ailleurs je pense, alors je vais en parler après vous allez comprendre, l'histoire avec le docteur Nikki, comme quoi peut-être on l'a trompé, peut-être pas, alors c'est évident que docteur Nikki s'est tapé bec, mais bon bref, mais voilà c'est bien construit. Mais à côté de ça, c'est tellement flou qu'on n'arrive pas à voir et à déceler cette ligne rouge. On n'arrive pas à déceler c'est quoi l'histoire principale. On ne sait pas si c'est Candace, parce que moi à la fin de la saison 1, je me suis dit bah ok, le fil rouge des 2 saisons c'est Candace. Sauf que dès la saison 2, on apprend qu'en fait elle a rien du tout d'intéressant et qu'elle n'a rien contre Joe. Donc, elle sert à rien. Donc, fil rouge, c'est pas Candace. On peut se dire ok, en fait on revient à la base. Le fil rouge c'est juste Joe qui essaye de conquérir des femmes et qui essaye d'avoir leur amour. Ok, mais si c'est ça, c'est vraiment nul à chier. Hein. C'est vraiment très bateau. Et vraiment, si c'est ça, c'est dommage. Mais moi, en tout cas, j'ai pas réussi à déceler ce fil rouge, ce fil principal, ou alors c'est, je sais pas, le fait qu'il essaye de lutter contre le fait qu'il soit un psychopathe, mais du coup, dans ce cas-là, non, c'est même pas ça. C'est trop dommage. J'en parlais juste avant par rapport à Candace, par rapport au docteur Nikki, mais les évidences, donc c'est lié au mystère et aux enquêtes, hein, mais les évidences qu'il y a dans cette série, c'est tellement dommage. Je parlais des mystères qui étaient bien développés de temps en temps, mais le problème c'est que c'est tellement évident des fois, et d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que, donc je vous l'ai dit au début, j'ai écrit mon avis épisode par épisode, et dans, je crois, le premier épisode de la saison 2, ou le deuxième, non, le premier épisode de la saison 2, quand j'ai écrit donc point positif, point négatif, j'ai marqué quelque chose, et c'est trop drôle quand j'ai réécrit toutes mes notes, etc. pour construire cette vidéo. J'ai lu ça, j'étais en mode, mais putain, mais en fait, je le savais depuis le début que ça allait finir comme ça. Parce que dans les points positifs, en plus, que j'avais mis dans l'épisode 1 de la saison 2, j'avais mis Joe devient un petit peu la Beck de la saison 1. Et c'est vrai en fait, c'est totalement vrai parce qu'à la fin, donc du coup on apprend que le vrai psychopathe de la saison 2 c'est pas Joe mais c'est Love, parce que c'est elle qui a tué la nounou on va dire de son frère Forty quand il était plus jeune, c'est elle qui a tué Delilah, qui a tué Candace, et à la fin c'est Joe qui finit dans la cage et Joe doit adopter la même stratégie on va dire que Beck pour sortir de cette cage, donc du coup c'est Love, et dès le début je savais très bien que c'était ça, parce que c'est évident que Love est la vraie méchante. Parce que, comme je l'ai dit, elle engage un détective privé, donc du coup ça nous met la puce à l'oreille. Dès le début, c'est elle qui va vers Joe et pas l'inverse. C'est elle qui va espionner sa vie et pas l'inverse. Enfin, même si Joe le fait aussi, et voilà, mais c'est mal fait, enfin c'est mal construit, mais elle le fait aussi. C'est elle qui va dire qu'elle est veuve et que donc du coup elle a vécu un traumatisme, et voilà. Tout est fait pour qu'on comprenne que Love est la vraie méchante de la saison 2. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle est encore plus détraquée que Joe, mais ça c'est une autre histoire, mais voilà. Et pareil, ça aurait largement pu être un point positif, qu'il fasse l'intrigue finale un peu plus tôt, et que du coup, le fait qu'elle soit psychopathe, ça se déroule un peu plus longtemps. Parce que là, la résolution de ce mystère, le fait que ça soit une psychopathe, ça s'est fait en même pas la moitié d'un épisode. C'est trop dommage. Ils auraient pu allonger ça. Et ça justement, ça fait lien avec un autre point négatif, qui est qu'ils essayent de faire des gros plot twists, mais qui sont nuls, qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'intérêt en fait. On s'attend vraiment du coup, et ça va venir avec le plus gros point négatif, on s'attend à tout en fait dans cette série-là, c'est trop prévisible, beaucoup trop prévisible. Bon, depuis tout à l'heure je me retiens de dire le plus gros point négatif, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus et il mélange plein de choses, mais il faut que, voilà, je me bloque dans mes propos, donc il faut que je vous le dise. Le plus gros point négatif pour moi dans cette série, c'est réellement le scénario. Il a vraiment un gros problème de scénario. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est une adaptation littéraire. Comment dire, ça vient pas des scénaristes en eux-mêmes, ça vient du livre, même si je n'ai pas lu le livre, donc je n'en sais rien. Mais je pense que l'histoire et le scénario de cette série sont très similaires. Il y a un vrai problème de répétition dans le scénario et dans l'histoire en général de cette série. Le plan de la saison 1 est vraiment le même que le plan de la saison 2. Il y a vraiment beaucoup trop de similitudes
Les saisons commencent pareil, les saisons se finissent pareil, ils commencent par la même manière, hormis l'histoire qui change avec le lieu et il essaye de se renouveler, etc. Il commence par stalker la personne, à faire du cold reading, pareil pour l'épisode 1 de la saison 2. Ça se finit comment? Ça se finit qu'il y a une petite nuance entre les deux fins, mais dans la saison 1, son histoire est terminée parce qu'il a tué Beck, mais il recommence à lorgner sur quelqu'un, si je peux dire ça comme ça. Saison 2, c'est pareil. Par contre, il est toujours en relation avec Love parce qu'elle est enceinte. Voilà, il lorgne sur sa voisine. Donc on sait très bien ce que ça va être la saison 3. Les personnages secondaires sont les mêmes. Paco et sa famille. Ellie avec Delilah. Delilah a la même place que Karen dans la saison 1. Love et Beck sont très différentes, mais leurs constructions sont identiques. La relation avec ses partenaires. Joe dans la saison 1 va sortir avec Beck. Ça va bien se passer, bon, va y avoir des hauts débats, ils vont se séparer, il va sortir avec Karen pendant un peu de temps, il va plus ou moins coucher juste avec elle et avoir une petite relation. Après il va se remettre avec Beck et bon après il va la tuer, bref voilà. Dans la saison 2, il va se mettre en couple avec Love, va y avoir des hauts et débats, ils vont se séparer, elle va se mettre en couple et lui va se mettre en relation on va dire avec Delilah, du moins il va coucher avec elle. Après ils vont se remettre ensemble et il va pas tuer Peach mais il va enfermer Delilah dans sa cage. Même si le Peach de la saison 2 n'est pas Delilah du tout même, mais c'est comment il s'appelle, Milo, le copain de Love. C'est vraiment la même chose en fait. Milo comme Peach de la saison 1 court, donc du coup il va se mettre à courir pour les suivre. Bon là il va être coupé par le pote de Love et donc du coup il va faire de l'acupuncture, enfin bref c'est bizarre mais voilà. Même la construction de leur relation. Dans la première saison, il va jouer au Scrabble avec Beck et il va créer le mot toulation qui représente leur relation. Dans la saison 2, ils vont dire je te louve. C'est la même construction, vraiment c'est la même chose. Rien qu'avec la cage, dans la première saison, il va cacher la clé dans un livre et donc du coup il va pouvoir s'échapper. Dans la deuxième saison, c'est pareil, il recache la clé et il le dit bien. Comme j'ai dit auparavant, il faut toujours... Mais oui, mais le problème c'est que c'est une répétition. Et moi, dès le début, quand j'ai vu qu'il avait encore la cage, je me suis dit, c'est sûr et certain qu'il va encore être enfermé dedans, c'est sûr et certain qu'il va encore avoir mis une clé dedans, c'est sûr et certain. Bon, pareil, du coup, les rôles sont inversés, mais dans la première saison, Beck va essayer d'adopter une stratégie en écrivant ce livre, et on va le comprendre ça via la voix off de Beck, où elle va dire, bah non, voilà, je vais essayer de dire ce qu'il aime et ce qu'il pense. Il va dire exactement la même chose quand il va être enfermé dans la cage à cause de Love, il va essayer d'adopter la même stratégie, ça aussi on le comprend avec sa voix off. C'est vraiment dommage, trop de répétitions comme ça. Le seul truc qui est différent, c'est que dans la saison 2, on n'a pas la voix off de Love. Et je pense que la voix off de Love va apparaître dans la saison 3, c'est sûr et certain. Vraiment, la saison 2 est un calque, et vraiment un copier-coller de la saison 1. La seule chose qui change, et comme je l'ai dit avant dans les points négatifs, c'est les histoires annexes. Parce que l'histoire de Ellie avec Delilah, donc qui est quand même sa représentante légale, on va dire que c'est son parent quoi, c'est pas la même chose que Paco avec sa mère et son beau-père. Mais globalement, c'est la même chose. Et le résultat, c'est que la personne qui pose problème chez Paco va mourir, donc son beau-père va mourir, et la personne qui pose problème avec Ellie, c'est Delilah. Le seul problème, c'est que du coup, comme dans la saison 1, si le beau-père disparaît, ils vont être en galère avec Paco, donc du coup ça va être compliqué. Mais c'est résolu. Et pareil dans la saison 2, si Delilah disparaît, Ellie va être en galère, mais du coup c'est résolu parce qu'il va lui envoyer de l'argent. C'est la même chose. Trop de similitudes. Et c'est pas des coïncidences, hein. C'est vraiment pas des coïncidences du tout. J'étais vraiment déçu parce que à la fin de la saison 2, je me suis dit, ok, trop bien. Elle est enceinte, c'est deux psychopathes, il y a moyen de construire une histoire hyper innovante, hyper cool sur ça quoi. Et à la fin, quand il lit son livre et qu'il reprend la même voix qu'il avait au début de la saison 1 et au début de la saison 2, où du coup il se dit voilà toi je t'ai vu, dès que j'ai croisé ton regard, je sais pas quoi là, et en voyant sa voisine, vraiment j'ai pleuré. Et la preuve, ça c'est l'analyse de du dernier épisode de saison 2, j'ai mis c'est beaucoup trop prévisible, putain, encore une fois il s'en sort indemne, ça dégoûte cette fin de mort. C'est vraiment horrible. Oui, d'ailleurs, le dénouement final, là où Petit lui demande à Joe de venir après le mariage dans Anavrin pour que, comment dire, il lui explique ce qu'il sait. T'as les trois personnages, enfin, il a son pistolet qui est braqué sur Joe, tu sais pertinemment parce que t'as vu le flic avant qui va arriver et que quand tu vas entendre un coup de feu, Joe va se coucher mais en fait c'est pas lui qui a pris la balle, c'est Forty. C'était évident, c'était sûr et certain. Forty c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que de une il est très drôle et en plus de ça il complète complètement Love et ça c'est trop bien. Encore une fois un personnage secondaire très bien exploité. Mais à côté de ça il a été mal exploité dans le sens où dès le début on savait très bien, vu que c'était un obstacle dans l'amour entre Joe et Love, qu'il allait mourir. On savait pas que Love allait être d'accord avec ça, grosso merdo on le savait quand même. Donc c'est encore une fois très dommage. Bon voilà, j'ai sorti mon plus gros point négatif avec tous mes exemples que j'ai pu noter. Toutes les ressemblances en fait, ils sont vraiment, c'est nul, vraiment c'est dommage que ça soit comme ça. Ils auraient pu changer des détails qui font que
ok, c'est pas pareil, ça se ressemble, ok, mais c'est pas pareil. Là, c'est littéralement la même chose. Tu t'attends littéralement à ce qui va se passer. C'est beaucoup trop prévisible parce que c'est la même chose. Le scénario est le même. C'est trop dommage. Bon, j'en ai fini de cette partie de You qui est un peu trop bancale, un peu trop avec un mauvais fond. On va passer maintenant à la conclusion et je vais enfin donner mon avis sur cette série, mon avis constructif, construit après avoir tout regardé, avoir tout écrit et réfléchi un petit peu quand même. Donc c'est parti pour la conclusion. Et je vais répondre à cette question, est-ce que You est une bonne série? Est-ce que je vous conseille You? Déjà pour commencer, pour déjà faire une conclusion de tout ce que j'ai dit, You est une bonne série avec une bonne forme qui est trop bancale à cause de son fond. Oui, il y a des choses très intéressantes comme les personnages qui peuvent être touchants, on est surpris à apprécier un personnage qui est un psychopathe, mais à côté de ça, tous ces points positifs sont trop nuancés et trop cassés par ce point négatif principal. Le fond en fait, tout simplement, tout le fond est mauvais. Je suis désolé, mais la répétition du scénario, les évidences dans les mystères, le côté thriller qui est complètement cassé par ces évidences, c'est vraiment dommage que cette bonne forme soit gâchée par ce mauvais fond, c'est vraiment trop dommage. Malheureusement, comme je l'ai dit juste avant, le scénario est tellement prévisible que on ne peut même pas attendre quelque chose de positif de cette saison 3. La seule nouveauté qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il n'y a pas un seul psychopathe, mais deux. Et c'était déjà un peu le cas avec Candace qu'on voyait avant, même si on la connaissait pas trop et qu'en fait Candace n'était absolument pas dangereuse et même pas utile à l'histoire principale en fait. Il pourrait, je pense, renouveler, mais partir sur une mauvaise base comme ça, c'est trop dommage en fait, parce qu'on sait très bien que du coup il va essayer de conquérir sa voisine. Je pense que ça peut apporter des trucs bons, mais franchement je suis tellement déçu de cette répétition de scénario que ça ne m'étonnerait même pas que les similitudes soient les mêmes dans la saison 3. Et si vraiment il y a un autre personnage qui est en détresse et qui va faire contraster le psychopathe Joe et le Joe Compassion, genre vraiment, ça me ferait péter un plomb s'il y a encore les mêmes types de personnages, les mêmes relations. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible que ça se passe encore comme ça. C'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu apporter vraiment beaucoup de nouveautés parce que maintenant il est en couple avec Love, Love est enceinte, et en plus c'est une psychopathe aussi, donc les deux psychopathes ça pourrait faire un truc incroyable. Je sais vraiment pas si je peux donner une troisième chance du coup à la saison 3 parce que, je sais pas, je pense vraiment que ça sera exactement la même chose que la saison 1 et la saison 2. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, la série You, si vous allez donner une troisième chance du coup à cette série, à cette saison surtout. Et voilà, aussi dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas trop d'accord avec ce que j'ai dit. Vous avez 100% de droit parce que ce que j'ai dit est 100% subjectif, c'est mon avis, même si j'ai essayé de rester objectif sur certains moments. Vous l'avez vu via mes réactions, je suis pas forcément objectif partout, vu comment ça m'a trigger, on va dire. Bon bah voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai parlé d'absolument tout. Moi, ce que je trouve incroyable, du coup, dans la façon dont j'ai traité cette analyse, c'est que j'ai écrit au fur et à mesure, et donc du coup, il y a des fois où je me contredisais, et il y a des fois où je disais des choses à l'avance, donc ça prouve bien que ce que je dis dans mes points positifs, enfin dans mes points négatifs, c'est trop prévisible. Mais il y a vraiment des trucs qui sont trop drôles, je vais vous lire certains passages que j'ai écrits du coup à la fin de la saison 1 et à la fin de la saison 2, et entre tout ça aussi. Alors là, ce que je vais vous lire, c'est ce que j'ai écrit juste après la fin de la saison 1. Et ce qui m'a le plus déçu, c'est de voir ce qui se passait dans la saison 2. Donc pour l'instant, j'étais pas forcément trop dans le négatif, donc voilà. Une bonne fin de saison, heureusement qu'ils ont fini la saison comme ça, plutôt que de faire durer ça plus longtemps, même s'il aurait dû aller en prison 12 fois, c'est pas forcément grave, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Ça, je le disais déjà en ayant fini seulement la saison 1, donc voilà. En somme, un bon mélange de thriller horrifique et de romance. Joe est un bon mélange entre un psychopathe et un romantique. Ce qui est vrai, hein, d'ailleurs, même s'il est plus psychopathe qu'autre chose, mais il a fait ça par amour. Ça, c'est un point que j'ai pas trop abordé, mais c'est vrai que on peut à peu près tout lui pardonner, parce qu'il est tellement gentil dans certains moments. Comme je l'ai dit, c'est grâce au personnage secondaire, donc voilà. Mais c'est vrai que Joe est quand même bien construit comme personnage, on peut pas leur enlever ça. Bon. À chaque fois que je fais un résumé, je commence par bon et c'est pas forcément bon justement. Bon, après cette saison 1, on nous vend un Joe qui souhaite se repentir, qui souhaite un nouveau départ, comme le nom du premier épisode de la saison 2. Mais ce début de saison n'annonce à mon sens rien de bon, juste un renouvelé de ce qu'il s'est passé dans la première saison, à voir 3 petits points. C'est vraiment ce qu'il y a écrit, hein. Je vous lis tout ce qu'il y a écrit. Donc, même à la fin de la saison 1, je crois que ça je l'ai écrit à la fin du premier épisode, et je savais pertinemment qu'il y allait avoir vraiment le même scénario dans la deuxième saison. Bon, on arrive à avoir de la compassion pour ce psychopathe grâce à sa relation à des personnages secondaires, Paco, Ellie, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais dit aussi, c'est ce que j'ai beaucoup répété dans cette vidéo. Et ça c'est ce que j'ai écrit à la fin de cette
de cette saison 2. Et j'ai écrit ça très vite et j'étais pas énervé, mais j'étais inspiré, on va dire. Une série que j'apprécie, bon pitch, les acteurs sont très bons, la réal est bonne, même si l'image n'est pas mon style, c'est très bon. Mais le problème de cette série, c'est qu'elle est sur une base trop bancale. Le scénario est bon, mais trop répétitif et dénué de sens à beaucoup de moments. Les seuls moments intéressants sont cassés par les répétitions du scénario. Putain, j'arrive même pas à me relire. Alors oui, ça peut avoir du sens puisque c'est un psychopathe, alors ça paraît logique qu'il ne se lasse pas de l'amour qu'il peut avoir pour des femmes et donc en liaison sa folie meurtrière, mais ça devient grotesque et je pense que la saison 3 ne va changer en rien le fonctionnement du scénario. Voilà, ça clôture très bien cette vidéo, c'est ce que j'ai résumé. Et donc du coup je voulais vous lire ça quand même pour vous prouver que c'était... j'ai vraiment écrit ça au moment, voilà, c'est pas des trucs que j'ai réfléchi, c'est des trucs que j'ai écrits instinctivement après avoir vu. C'est pour ça que je sais pas si je vous conseillerais cette série ou pas, c'est à vous de voir après tout ce que je vous ai dit. Enfin, vous conseillez la suite de cette saison, enfin de cette série du coup. Et voilà. En tout cas, j'espère que la première analyse de l'année 2021 vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Au revoir.